Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça bouge beaucoup chez Alpine en ce moment et je pense qu'il est temps de faire un point sur la situation de l'écurie française. La nouvelle du jour, c'est la prolongation de Gasly pour au moins 2 ans dans l'équipe française. Il s'engage donc au moins sur la prochaine réglementation sur 2026. C'était attendu, surtout depuis la séparation d'Alpine avec Esteban Ocon, mais il fallait absolument que l'équipe sécurise ce contrat, sécurise Gasly. Et ces dernières semaines, on a pu commencer à douter, on a pu commencer à se demander si le management de Gasly n'allait pas regarder ailleurs. Finalement, pas de mauvaise surprise. Il apparaît même que cette prolongation est signée avec beaucoup d'enthousiasme du côté de Gasly. Alors certes, forcément, il y a de la communication. Quand on re-signe quelque part, on est forcément très joyeux, très élogieux. Mais on apprend aussi que Pierre est heureux des derniers mouvements qui ont été faits par l'équipe et a été rassuré notamment par Luca De Meo sur les ambitions intactes d'Alpine. Il aime aussi les nouvelles recrues, la manière dont les choses se mettent en place et il se sent vraiment bien intégré. Son intention claire est de continuer dans le grand projet Alpine. Certains diront qu'il n'avait pas vraiment le choix et donc que cette prolongation est dans un certain sens assez contrainte, mais c'est faux. À l'image d'Esteban Ocon, si vraiment Pierre voulait partir d'Alpine, il le pouvait, il y avait d'autres options, notamment Sauber Audi qui pouvait offrir un rôle de numéro 1, de belles perspectives, beaucoup d'argent également, mais non, ça n'a pas perturbé la vision de Pierre et Alpine est bien son choix. Et puis, s'il était forcé de rester, il n'aurait pu signer que pour 1 an. Or là, on nous précise bien que c'est du pluriannuel. Il ne compte pas se réorienter en 2026, quand bien même, effectivement, il y aurait peu de sièges disponibles pour cette saison, vu comment tout le monde bouge aujourd'hui. Mais voilà, clairement, on part sur plusieurs années. Et cette prolongation, plus qu'un choix normal, elle est surtout, à mon sens, une validation de Gasly du projet Alpine. Cela s'inscrit évidemment dans la lignée de ce qu'il s'est passé depuis Monaco, d'abord hors piste où Alpine a acté sa séparation avec Ocon, ce qui a pu clarifier quelques brouilles internes et a inévitablement renforcé la position de Pierre en interne, d'autant que niveau mercato, l'équipe a tout donné pour le conserver, il s'est donc senti désiré, il a été désiré, c'est très important. Hors piste, il y a aussi eu des changements internes, Briatore évidemment est le plus visible, mais il n'y a pas que lui, ça a beaucoup bougé autour du management de Bruno Famin et de Luca De Meo. Voilà, tout ça, ce qui entoure Pierre a beaucoup bougé depuis Monaco. Et puis, ça s'accompagne aussi sur la piste où Pierre et la voiture, tous les deux sont en pleine montée en puissance, particulièrement donc depuis Monaco où il y a eu des points à toutes les courses. Pierre reste sur 3 week-ends consécutifs dans le top 10. Il a aussi pris le dessus sur Ocon 4 fois sur 5 depuis Miami, alors que son début de saison, il était derrière son coéquipier français. Et là, il sort même d'un week-end ultra costaud à Barcelone où il a été le meilleur des autres du début à la fin, avec notamment un tour en qualif très impressionnant et une course parfaite. La dynamique sportive et mentale est dans un bien meilleur état depuis 1 mois. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer encore et à confirmer évidemment, mais donc la prolongation de Pierre Gasly se fait dans un contexte beaucoup plus positif dans son clan chez Alpine depuis quelques semaines. Alpine justement pour qui cette prolongation est une excellente nouvelle à bien des égards. Déjà, elle a réussi à garder l'un des 2 Français au même profil qu'elle avait recruté il y a 2 ans. Voilà, il y avait un choix à faire. Il est fait, elle a tranché entre guillemets, elle n'a pas été désavouée par les 2 à la fin entre guillemets, il y a un gagnant, elle en a conservé un. Voilà, il y a quelqu'un, au moins un des 2 pilotes, Gasly, qui s'aligne sur les positions d'Alpine et qui continue à croire au projet. Voilà. C'était vital pour elle. Et puis, d'un point de vue réaliste, sur le marché, garder Gasly, ça devait être la priorité numéro 1 d'Alpine pour l'un de ces 2 sièges. Quand on voit les pilotes qu'il reste encore, quand on voit comment tout a évolué, évidemment qu'elle devait foncer sur Pierre. Pierre qui va aussi démarrer sa 3e saison l'an prochain et qui a signé pour au moins une 4e, ça fait une continuité géniale, jamais vue depuis le retour de Renault en Formule 1. C'est bon pour la stabilité d'un projet qui connaît beaucoup trop de rebondissements ces derniers temps. Et puis, après avoir perdu finalement Alonso, Piastri et Ocon, les 3 pilotes de l'été 2022, bien Alpine montre qu'au moins elle n'a pas été chercher Gasly pour rien. Elle a déboursé de l'argent pour payer sa clause auprès de Red Bull et au final elle le garde, elle montre que c'était un bon choix et que sur le long terme elle a là été chercher un pilote qui sera son visage. C'est donc très bien du point de vue de l'équipe. Maintenant évidemment la grande question c'est qui pour l'accompagner et les très bonnes infos, rumeurs de ces derniers jours montrent que oui, d'après plusieurs médias, notamment l'équipe qui est vraiment sur le front vis-à-vis de cette nouvelle, il y a une réelle possibilité pour que Carlos Sainz soit l'heureux élu et ça, quand on se replace il y a même 1 semaine et demie, c'était sacrément inespéré, c'est dingue.
Il semblerait que Briatore, dont on va évidemment parler en longueur un peu plus tard dans cette vidéo, ne soit pas étranger à ce retournement de situation. Il aurait approché le clan Sainz et donc a fait ce qu'il manquait à Alpine, qui visiblement n'osait pas ou n'avait pas les connexions suffisantes pour atteindre et parler, convaincre le clan Sainz. Une offre qui apparemment fait réfléchir un Sainz décidément bien indécis, qui n'a pas des choix faciles sur ce mercato. Après Audi et Williams, il pourrait maintenant choisir l'équipe française. En tout cas, cette nouvelle offre a modifié son plan, est entrée dans sa réflexion, puisque du coup sa signature quasiment imminente pour Williams est encore retardée. Évidemment, on n'est pas encore là, mais Carlos Sainz serait une recrue incroyable pour Alpine, qui ne pouvait pas espérer un pilote d'un aussi gros calibre il y a encore quelques semaines et qui formerait avec Gasly un duo extrêmement compétitif. On verra si ça se concrétise, auquel cas il y aurait alors plein de choses à dire, mais oui, Alpine doit foncer sur Sainz. Si ce n'est pas lui, et bien que Zhou et Bottas tenteraient leur chance, je pense que la solution se trouve en interne, puisque aucun des deux pilotes Sauber ne serait une upgrade à Esteban Ocon et qu'aucun des deux n'apporterait du potentiel, de la jeunesse. Ça devrait donc se jouer entre Martin Schumacher et Douane, mais visiblement plutôt les deux derniers cités, Schumacher et Douane, qui s'affronteront, entre guillemets, mercredi prochain, je crois, le 3 juillet, au Castellet pour un test qui devrait être décisif au cas où Sainz ne signe pas. Je pense que voilà, si c'est pas Sainz, il y a de très grandes chances que ce soit Douane. Voilà qui nous donne l'occasion de faire une toute mini parenthèse sur le reste du mercato, où je pense que Carlos Sainz est toujours la pièce maîtresse, selon qui il choisit entre Sauber, même si j'y crois plus, Williams et Alpine. Ça peut déterminer l'avenir notamment d'un Bottas qui, je pense aujourd'hui, n'a plus qu'une seule solution pour rester en F1, c'est Williams à côté d'Albon. Il doit donc prier pour que Sainz choisisse Alpine. Après, on a aussi une autre nouvelle ce jeudi, il n'y a pas que Gasly, il y a Lance Stroll qui a prolongé chez Aston. Jusque-là, rien de surprenant, vous me direz, mais la durée interpelle incroyablement. Il a signé jusqu'en 2026, c'est je crois la première fois qu'il a un contrat pluriannuel, et surtout, ça ferme la porte à un Yuki Tsunoda chez Aston avec l'appui de Honda dès 2026. Voilà, ça je ne m'y attendais pas, faudra laisser un petit peu de temps pour comprendre ce qui se passe, mais voilà. Personnellement, la durée du contrat de Stroll a été une vraie surprise. Chez Vicarb à présent, les rumeurs persistantes du moment disent que Lawson va prendre la place de Ricciardo et que ça pourrait même se faire durant cette saison, au cours de la saison, au cours de l'été peut-être même. Bref, c'est assez incroyable, on verra. Du côté de chez Haas, Biermann semble toujours être une certitude malgré sa saison catastrophique en F2, même si c'est aussi la faute de Prema. Et Esteban Ocon semble toujours en position pour signer chez Haas. Et puis il y a Audi, ou retournement de situation par rapport aux 6 derniers mois. Plus personne ne semble vouloir signer Sainz, Ocon, Gasly. Tout le monde refuse l'écurie allemande et on comprend, vu qu'il va falloir faire une saison chez Sauber et vu les nombreuses incertitudes qu'il y a. Bref, c'est absolument incroyable. On se retrouve dans une situation où le futur coéquipier d'Hülkenberg pourrait être une surprise. Peut-être que Zhou ou Bottas peuvent garder leur siège, peut-être que c'est Ricciardo qui va rebondir là, peut-être que c'est enfin la chance de Pourchaire ou que Mick Schumacher, avec sa nationalité et plein d'autres arguments, va venir prendre le siège. Bref, pour l'instant, le siège Sauber est finalement le plus indécis du mercato. Et ça, c'est assez incroyable. Nouveau sujet à présent, Briatore évidemment, qui depuis la semaine dernière est le nouveau conseiller exécutif d'Alpine, ce qui divise énormément, et on va le dire immédiatement, c'est parfaitement compréhensible qu'il y ait des réticences, puisque d'un point de vue humain et image, c'est un choix qui laisse à désirer, en grande partie à cause du Crashgate, puisque Briatore, c'est l'homme de la controverse, de la triche, il faut le dire, de la chute, de la honte de Renault même. Il est responsable du plus gros scandale de l'histoire de la Formule 1 et on peut dire que ce n'est pas son seul fait d'armes en la matière. Il a aussi laissé de très mauvais souvenirs en interne, c'est très légitime. Ne s'est aussi jamais vraiment excusé du tort qu'il avait causé, de la catastrophe qu'il avait causée à Renault. Et voilà, il ramène avec lui son image très sulfureuse et son gros ego. C'est tout sauf un choix neutre que d'appeler Briatore. Il divise, et la différence de réaction entre le paddock qu'il a accueilli à bras ouverts et le reste du monde, qui a été un petit peu dégoûté par cette nouvelle, montre que ça peut nuire à Alpine sur le plan de l'image. On peut aussi parler de son âge, de sa santé, du fait qu'il n'exerce plus de manière directe dans une équipe depuis plus de 15 ans, il me semble. Alors, c'est un choix qui regarde vers le passé, qui est teinté de pas mal de tâches, on va dire, et ça peut faire mal. C'est surtout un choix qui scelle l'échec d'Alpine. 3 ans après le début de l'équipe, devoir faire appel à Briatore,
C'est le signe que voilà, tu t'es raté au moins sur un aspect, voire sur plusieurs. Donc oui, ce choix interroge, dégoûte même certains et remet la lumière de façon pas très glorieuse sur Alpine. Maintenant, on est aussi obligé de trouver de vrais bénéfices à son retour, à commencer par son immense expérience. Il connaît la Formule 1 comme sa poche et aussi par son carnet d'adresses. Il n'y a qu'à voir, je l'ai dit, comment le paddock l'a accueilli pour comprendre qu'il tire encore beaucoup de ficelles, qu'il connaît tout et tout le monde et il va pouvoir faire des choses en coulisses que jusqu'à présent personne ne pouvait faire chez Alpine. Et dans un contexte où Alpine doit gagner en crédibilité dans certaines négociations, doit également se trouver un deuxième pilote, va devoir ferrailler pour signer au mieux comme elle l'entend les accords Concorde et n'est pas très prise au sérieux aussi, on le voit notamment dans la solitude qu'elle a eue sur le dossier Andretti, bah oui, un Briatore va pouvoir faire la différence. Et s'il arrive déjà à ramener un Carlos Sainz, on peut déjà dire que son retour est une réussite. Il n'a plus rien à perdre et peut tout se permettre, c'est un atout pour Alpine et c'est aussi une personnalité qui, quoi qu'on en dise, positif comme négatif, crée quelque chose autour de lui, c'est une forte incarnation, un fort personnage et c'est ce qui a manqué aussi beaucoup chez Alpine depuis ses débuts. Alors oui, ça fait un petit peu mal de le rappeler, mais si c'est la réalité de la situation de l'équipe, ne vaut-il pas mieux qu'elle ravale sa fierté, qu'elle avoue son échec et qu'elle prenne ce qui est bon pour elle, même si ça, c'est un retour de Briatore. C'est un vrai débat. D'un point de vue, je comprends ceux qui sont rebutés. C'est vrai que l'image du Crashgate et de Briatore, je pense que c'était pas le meilleur choix à faire pour Alpine. Mais d'un autre côté, je pense aussi que Bruno Famin a besoin d'un sidekick, que Briatore est une personnalité, un rôle que seul lui peut remplir et qu'il manque à Alpine. Je pense voilà, il peut apporter pas mal de choses. Il va aussi détourner l'attention, ça peut être un sacré paratonnerre pour l'équipe. Et puis à la fin des fins, quoi qu'on en pense, il n'est plus banni de la Formule 1. La question de Briatore est évidemment reliée à celle du moteur avec ces informations apparues depuis 2-3 semaines qui font état d'un abandon potentiel du moteur Renault pour 2026. Déjà, je pense que Briatore, oui, est le genre de personne qui peut prendre ce genre de décision ultra froide, ultra dure et c'est même un petit peu pour ça qu'il a été repris. Là, il va faire une évaluation, un audit de l'équipe et ensuite il tranchera dans le vif, entre guillemets, et si ça doit aller jusqu'à une vente par exemple, bah ouais, Briatore c'est le genre de gars qui s'en fiche et qui peut négocier ça, alors qu'un Famin ou d'autres personnes plus en interne ont plus d'aspect émotionnel. Même si je reviens sur la vente rapidement, je pense que c'est pas du tout à l'ordre du jour. Alpine et De Meo veulent tester la nouvelle réglementation, et là, si ça marche pas, peut-être, mais je pense qu'il est sincère quand il dit que ce n'est pas à l'ordre du jour. Pour revenir au moteur, évidemment, lâcher le moteur Renault serait une catastrophe, un échec pur et simple du projet Alpine, une violente défaite morale et sportive, un camouflet, un déclassement, voilà. Ce ne serait plus le projet de base, ce serait autre chose, ce serait contre nature, ce serait une fin en soi, et évidemment, dans ces moments-là, on pense aux employés de Viry-Châtillon, pour qui ce serait une horrible nouvelle, voilà, on pense fort à eux. Maintenant, d'un point de vue pragmatique, on peut se dire que voilà, l'histoire des deux usines chez Alpine, Viry et Enstone, ça ne marche pas. C'est une des raisons pour lesquelles l'équipe n'y arrive pas ces derniers temps. Et en plus, il y a de très fortes rumeurs que sur le moteur 2026, l'équipe serait en mauvaise posture. Voilà. Il y a des raisons claires qui permettent aujourd'hui de se dire qu'Alpine, telle qu'elle est faite aujourd'hui, ne peut pas arriver à son objectif suprême et que l'une des raisons, c'est cette histoire des deux usines et du moteur qui, c'est vrai, retarde Alpine ces derniers temps. Il y a donc un vrai débat philosophique. Vaut-il mieux échouer en boucle mais au moins rester Alpine telle qu'elle devait être au début et avoir peut-être une chance d'y arriver un jour, ou vaut-il mieux se donner plus de chances d'y arriver aujourd'hui mais en trahissant son ADN? Préfère-t-on coûte que coûte qu'Alpine reste Alpine, quitte à jamais n'y arriver? Et à l'inverse, serions-nous vraiment heureux, vraiment contents d'Alpine si elle gagnait sous l'appellation Alpine Ferrari ou Alpine Honda? Voilà, ce sont des questions auxquelles je n'ai pas de réponse, c'est très compliqué, mais il est sûr qu'avec tout ce qu'il se passe dans l'équipe entre les deux usines depuis un certain temps, notamment sur la partie moteur, et avec la perspective d'un potentiel super moteur Mercedes à l'avenir, c'est tentant, ce sont des grosses questions et je pense que Briatore va devoir les trancher.
Beaucoup de choses chez Alpine donc en ce moment, le tout dans une période de claire progression sportive puisqu'après 5 premières courses 100 points, il y en a eu 8 sur les 5 dernières, notamment à chaque fois sur les 3 derniers week-ends, l'équipe reste sur 5 entrées dans les points, sur 6 possibles, c'est vraiment excellent. La position moyenne en qualif s'est améliorée de 4 places en moyenne entre les 5 premières courses et les 6 dernières, c'est vraiment génial. Très clairement, c'est une amélioration. Et en plus, si on regarde ce super graphique fait par F1 Big Data, Holiness sur Twitter, que je vous conseille activement de suivre, on voit que depuis que l'équipe a touché le fond clairement au Canada, la remontée, elle est claire et elle est même linéaire si on exclut le Canada, où les conditions globales du week-end me semblent avoir créé une hiérarchie trop peu représentative. Il faut évidemment confirmer car la performance de Barcelone a été très surprenante et peut-être un petit peu plus belle que ne l'est la réalité, aidée notamment pourquoi pas par la stagnation d'Aston Martin et la chute d'un coup de Racing Bulls. On verra ça du côté de l'Autriche où une rechute pourrait faire mal, mais il faut dire que chez Alpine, il y a aussi un travail de fond à souligner avec des recrues dont David Sanchez, l'ancien de McLaren, dont Bruno Famin ne fait que parler, il est là depuis bientôt 2 mois et apparemment il a apporté plein de nouvelles choses dans les process chez Alpine et on voit que quelque chose est peut-être en train de se mettre en place. Et il y a aussi eu toutes les améliorations apportées, ça a commencé en Chine et progressivement jusqu'à Monaco où ça a commencé à bien marcher, peut-être qu'Alpine a mis le doigt sur quelque chose, commence à comprendre sa voiture, ça porte ses fruits, une voiture qui perd aussi du poids, bref c'est bien, il y a encore des gros soucis avec des voitures qui sont toutes les deux pas identiques et des soucis mécaniques quasiment à tous les grands prix, notamment sur la batterie et des petites bêtises comme ça, mais oui, il ne faut pas nier que chez Alpine, il y a un travail de fond qui fonctionne. La situation par rapport au tout début de saison est déjà bien mieux, c'est cool. Maintenant, il faut confirmer, il faut laisser As complètement derrière sur le carreau et il faut s'attaquer aux 20 points de retard sur Racing Bulls. Finir cette saison 6e, ce serait déjà un moindre mal, même si ce serait très loin des ambitions initiales. Et après voilà, on a Aston Martin qui n'est qu'à 50 points entre guillemets. C'est beaucoup, mais sur 2 tiers, une demi-saison, si Alpine reconfirme ce qu'elle a montré à Barcelone, ça peut se faire et à ce moment-là, on pourra considérer la saison presque comme une réussite, même si à mon sens, ce qui va vraiment déterminer ça, c'est d'arriver à finir la saison plus proche des équipes de devant que celles qui te poursuivent. On verra ça évidemment et arriver aussi à comprendre totalement tout ce que tu fais et à te lancer sur une bonne dynamique enfin stable. Mais ça, comme d'hab avec Alpine, voilà, il va nous falloir 2-3 ans maintenant avec la nouvelle réglementation pour vraiment les juger. On suivra évidemment tout ça de très près dès ce week-end en Autriche où il y aura notamment une course sprint, ça s'annonce extrêmement chargé. J'attends maintenant en commentaire vos avis sur la prolongation de Gasly, le recrutement de Briatore, le recrutement potentiel de Sainz, l'histoire du moteur, etc. Comme d'habitude, on sera là pour en discuter. Et au passage, si ça vous a plu, pensez à mettre un like et à vous abonner. Merci de votre écoute, comme d'habitude on se quitte avec Enzo Ferrari qui commence à voir quelque chose se dessiner avec la récente forme d'Aston Martin et le siège libre chez Alpine. Briatore, Alonso, voilà. J'en dis pas plus mais pourquoi pas. À bientôt.